Février 2026. Le détroit d'Ormuz se ferme partiellement. Le prix du baril crève les $100. Le GNL qatari disparaît des marchés mondiaux. Le Japon est en état d'urgence énergétique. La Corée du Sud paie ses cargaisons à des prix jamais vus. Et la Chine continue de recevoir son gaz, chaque jour, à prix fixe, par un tuyau enterré dans la terre sibérienne. Ce moment-là a tout changé. Pas parce qu'il était une surprise, mais parce qu'il a prouvé que ce que la Russie et la Chine construisaient depuis 10 ans n'était pas de la géopolitique sur papier. C'était une police d'assurance. Et en février 2026, cette police a été encaissée. Voilà le sujet de cette vidéo. Pas juste un pipeline, pas juste une alliance, mais la construction méthodique sur une décennie d'un système énergétique qui échappe aux règles du monde occidental. Et les conséquences, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'ordre financier mondial, sont déjà en train de se matérialiser. Commençons par ce qui existe, concrètement, parce que derrière les discours géopolitiques, il y a du métal, du béton et des milliards de mètres cubes de gaz qui bougent. La Russie et la Chine ont construit, ou sont en train de construire, 3 corridors gaziers distincts. Le premier s'appelle Force de Sibérie 1, en service depuis décembre 2019. 3968 km. Il traverse la Sibérie orientale depuis les champs de Chayanda et de Kovikta jusqu'à la frontière chinoise. En 2025, il a livré 38,8 milliards de mètres cubes à la Chine, au-dessus de la capacité nominale avant l'heure prévue. Et ce n'est pas fini. Lors de la visite de Poutine en Chine à l'automne 2025, les deux pays ont signé un accord d'expansion. La capacité va passer à 44 milliards de mètres cubes par an. Un pipeline déjà en fonctionnement qui prend encore de l'ampleur. Le deuxième corridor, c'est la route d'Extrême-Orient. Elle part de l'île de Sakhalin, dans le Pacifique, et rejoint la province chinoise du Heilongjiang. La construction se termine cette année. Première livraison, janvier 2027. Capacité, 12 milliards de mètres cubes par an. Initialement prévu à 10, relevé à 12 parce que la Chine a demandé plus. Et quand la Chine demande plus, la Russie livre. Le troisième corridor, c'est Force de Sibérie 2. C'est le plus grand, 50 milliards de mètres cubes par an. Il connecterait les gigantesques réserves de la péninsule de Yamal, celle qui alimentait autrefois l'Europe, directement à la Chine, en traversant la Mongolie sur 960 km. Un mémorandum juridiquement contraignant a été signé en septembre 2025. Construction prévue dès 2026. Faisons l'addition. Force de Sibérie 1, 44 milliards. Route d'Extrême-Orient, 12 milliards. Force de Sibérie 2, 50 milliards. Au début des années 2030, la Russie enverra plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz par an vers la Chine. C'est exactement le volume qu'elle envoyait autrefois à toute l'Europe. La Russie n'a pas perdu un client, elle en a trouvé un plus grand. Mais pour comprendre pourquoi la Chine accepte ces volumes, il faut comprendre une peur géopolitique précise, que les stratèges chinois appellent depuis plus de 20 ans le dilemme de Malacca. Voilà la situation. La Chine dépend des importations pour 72% de sa consommation de pétrole, pour environ 45% de son gaz naturel, et 80% de ses importations transitent par le détroit de Malacca, une voie d'eau entre la Malaisie et l'Indonésie, large de 3 km à son point le plus étroit. 3 km, c'est tout ce qui sépare la Chine d'un blocus énergétique total. La marine américaine patrouille ces eaux. En cas de conflit, une crise à Taïwan, une confrontation directe, les États-Unis pourraient fermer ce détroit. Résultat, les usines chinoises s'arrêtent, les prix explosent, l'armée manque de carburant. Ce n'est pas un scénario théorique. En 2025, 23,2 millions de barils de pétrole par jour transitaient par Malacca. Environ 48% étaient destinés à la Chine. 94 301 navires ont traversé ce détroit en une seule année. La dépendance est massive, structurelle et impossible à résorber rapidement. La réponse chinoise a 3 piliers. D'abord, les pipelines terrestres. Le gaz russe et centra-asiatique arrive par voie terrestre, enterré dans le sol, inaccessible à n'importe quelle marine. Aucun porte-avions ne peut couper un tuyau à 6 mètres de profondeur en Sibérie. Ensuite, la marine de haute mer. La Chine a construit une flotte capable d'escorter ses pétroliers jusqu'au golfe d'Aden. Elle maintient des bases logistiques à Djibouti et au Cambodge. Enfin, les réserves stratégiques. 900 millions de barils stockés en 2025. Environ 80 jours d'importation en cas de crise majeure. Les pipelines russes ne sont donc pas juste du gaz bon marché. Ils sont la réponse partielle à la question existentielle de la Chine. Comment survivre si les mers se ferment ?
Et en février 2026, quand Hormuz s'est partiellement bloqué, quand le GNL mondial est devenu rare et hors de prix, la Chine a eu sa réponse en temps réel. Force de Sibérie 1 a continué de couler à prix contractuel stable pendant que le reste du monde paniquait. Comment la Russie en est-elle arrivée là? Revenons quelques années en arrière. En 2021, la Russie fournissait 45% du gaz importé par l'Union européenne. C'était une interdépendance confortable. L'Europe avait besoin de ce gaz, la Russie avait besoin de ses revenus. Deux économies liées par des milliers de kilomètres de tuyaux. Puis, la guerre en Ukraine a brisé ce modèle. L'UE a commencé à se sevrer méthodiquement du gaz russe. En 2025, la part russe dans les importations européennes est tombée à 13%. Et l'Union a adopté un cadre législatif contraignant. Arrêt complet des importations de gaz russe d'ici le 1er janvier 2028, pipeline et GNL confondus. Pour la Russie, c'était une catastrophe annoncée, sauf qu'en face, il y avait la Chine, plus grande, plus affamée, et géographiquement reliée par des corridors terrestres impossibles à sanctionner. La Russie n'a pas subi le découplage européen, elle l'a anticipé et organisé son remplacement. Mais de l'autre côté de ce pivot, l'Europe paye une facture très concrète. Pour remplacer le gaz russe, l'Europe achète du GNL américain, du gaz liquéfié refroidi à moins 162 degrés, chargé sur des méthaniers traversant l'Atlantique pour être regazéifié en Europe. C'est techniquement possible, c'est politiquement cohérent, c'est économiquement douloureux. En 2025, le GNL américain représentait 57% des importations totales de GNL de l'UE, contre 21% en 2021. La facture annuelle, 70 milliards d'euros d'importation d'énergie en provenance des États-Unis. Le gaz russe vendu à la Chine coûte environ 120 $ pour 1000 mètres cubes. Le GNL américain livré en Europe coûte plus du double, avec les frais de liquéfaction, de transport maritime et de regazéification. Et pendant ce temps, les usines européennes ferment. L'industrie chimique européenne est en crise ouverte. Elle dépendait du gaz bon marché comme matière première et comme source d'énergie. Ce gaz n'est plus là, où il coûte trop cher. Le taux de fermeture d'usines chimiques en Europe a été multiplié par 6 depuis 2022. BASF, le premier groupe chimique mondial allemand, a annoncé des fermetures massives sur ses sites en Allemagne. Et simultanément, il investit lourdement dans un nouveau complexe en Chine. Sa justification est limpide. Gaz russe bon marché, demande locale en croissance. Ce n'est pas un symbole, c'est un signal. En France, le solde entre ouverture et fermeture d'usines est devenu négatif en 2025, moins 57 sites. Les économistes estiment qu'un maintien des prix du gaz au double des niveaux de 2019 menace directement 116 000 emplois industriels. L'Europe a fait un choix politique fort et assumé, l'indépendance vis-à-vis de Moscou. Mais ce choix a un coût économique que les usines et les travailleurs européens paient aujourd'hui, et que les entreprises chinoises encaissent. Revenons au projet phare, Force de Sibérie 2, parce qu'il y a un détail que les communiqués officiels ne disent pas. Franchement, le mémorandum est signé, mais le prix n'est pas fixé, et c'est là que tout se joue. La Russie veut vendre son gaz à un prix indexé sur le pétrole ou sur le GNL mondial, les mêmes références qu'elle utilisait avec l'Europe. La Chine, elle, veut payer environ 120 $ pour 1000 mètres cubes. C'est le coût marginal de production russe, pas un prix de marché international. La Chine veut le gaz au prix coûtant, ou presque. Deuxième point de friction, les clauses de volume. Dans les grands contrats gaziers, il existe des clauses take or pay. Vous payez un volume minimum même si vous ne l'achetez pas. La Russie veut 80% de garantie. La Chine veut descendre à 50%. Ce que ça signifie concrètement. La Chine veut garder la liberté d'acheter du GNL qatari ou australien quand c'est moins cher, en laissant à Gazprom l'essentiel du risque financier de l'infrastructure. Troisième point, le financement du transit mongol. La Mongolie espère environ 1 milliard de dollars de revenus annuels, significatif pour un pays dont le PIB avoisine 20 milliards. Mais Oulan-Bator craint de s'endetter auprès de la Russie pour financer la construction du tronçon sur son territoire et de tomber dans un piège de dépendance. C'est là qu'entre l'option kazakh. Le Kazakhstan propose un tracé alternatif avec une capacité potentielle de 35 à 45 milliards de mètres cubes traversant l'est de son territoire. Ce n'est pas juste une alternative géographique, c'est un levier de pression sur la Mongolie.
Si Oulan-Bator pose trop de conditions, le pipeline peut contourner son territoire. Et le milliard de dollars annuel disparaît avec lui. Qui a le plus de pouvoir dans cette négociation? La réponse honnête, ça dépend du moment. Avant la crise d'Ormuz, c'était plutôt la Chine. Elle avait d'autres fournisseurs, elle pouvait attendre. Après la crise d'Ormuz, la balance a bougé. Pékin a vu concrètement ce que coûte la dépendance aux routes maritimes. Le prix d'un pipeline n'est plus seulement un coût économique, c'est une prime d'assurance. Et les primes d'assurance, on les paie. Tout ça se passe en dehors du dollar américain. Pendant 50 ans, chaque grand contrat énergétique mondial était libellé en dollars. C'est le fondement du système dit pétrodollar. Pour acheter de l'énergie, les pays devaient d'abord acheter des dollars. Ça créait une demande mondiale permanente pour la monnaie américaine et donc un pouvoir considérable pour Washington. Les pipelines russo-chinois fonctionnent selon d'autres règles. Le gaz de Force de Sibérie 1 est payé à 50% en roubles, 50% en yuan, 0 $. Plus largement, plus de 90% des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine, pas seulement le gaz, se règlent désormais en roubles ou en yuan. Les deux pays ont créé leur propre système de paiement, leur propre banque de compensation, leurs propres règles. En 2025, les deux banques centrales ont signé un accord de swap monétaire de 150 milliards de yuan, soit environ 815 milliards de roubles. Concrètement, ils peuvent commercer directement sans passer par le dollar comme intermédiaire. La Russie a également converti 60% de son fonds national de bien-être en yuan. Chaque paiement en yuan pour du gaz russe rogne un peu plus le monopole du dollar sur le commerce énergétique mondial. Ce n'est pas une révolution immédiate, mais c'est une érosion méthodique. Et elle s'accélère. Les États-Unis avaient parié sur un autre scénario en construisant leurs terminaux d'exportation de GNL, des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Les compagnies américaines comptaient sur la Chine comme client principal. La logique semblait solide. La Chine a besoin de gaz, les États-Unis en ont à vendre. On se retrouve au milieu. Ce pari est en train de s'effondrer. En 2025, les importations chinoises de GNL ont chuté de 12%, tombant à 67,36 millions de tonnes. Les raisons sont multiples et structurelles. Le gaz russe est centra-asiatique par pipeline, est moins cher et arrive plus vite. La part des énergies renouvelables dans la production électrique chinoise est passée à 16,7% en 2025, moins besoin de brûler du gaz pour la génération de pointe. Et la crise persistante du secteur immobilier réduit la demande industrielle d'acier et de ciment, deux secteurs très consommateurs de gaz. Les États-Unis ne représentent que 5% des importations chinoises de GNL, et ce chiffre va continuer de baisser. La route d'Extrême-Orient ajoute 12 milliards de mètres cubes par pipeline. Force de Sibérie 2 en ajoutera 50. C'est du gaz que la Chine n'achètera tout simplement pas par bateau. Un méthanier depuis le golfe du Mexique met plus d'un mois pour atteindre la Chine. Un pipeline livre en quelques jours. Moins cher, plus rapide, et aucune marine ne peut le bloquer. Voilà où nous en sommes. Force de Sibérie 1 tourne à pleine capacité et monte vers 44 milliards de mètres cubes. La route d'Extrême-Orient entre en service en janvier 2027. Force de Sibérie 2 a un mémorandum signé, un tracé en discussion et des négociations de prix en cours. Au début des années 2030, si tout se concrétise, la Russie enverra plus de 100 milliards de mètres cubes vers la Chine, ce qu'elle envoyait à l'Europe. Vers un client qui en veut plus, qui peut en absorber plus et qui n'a aucune intention de s'en passer. Ce n'est pas seulement une histoire de gaz, c'est la construction d'un bloc continental énergétique, Russie, Chine, avec le Kazakhstan ou la Mongolie comme pivot, qui fonctionne selon ses propres règles, dans ses propres monnaies, sur ses propres infrastructures. L'Europe a choisi l'indépendance politique, elle en paie le prix économique. Les États-Unis ont parié sur la demande chinoise, ils se font doubler par un pipeline. Et la Chine, elle, a transformé son plus grand cauchemar, ce détroit de 3 km qui pouvait l'étrangler, en un risque gérable. Pas éliminé, mais gérable. La grande question pour les prochaines années n'est pas de savoir si Force de Sibérie 2 sera construit. La crise d'Ormuz a déjà répondu à ça. La question, c'est à quel prix? Et qui, dans cette alliance, aura le dernier mot? Pour l'instant, les deux ont besoin l'un de l'autre. Et c'est exactement ce qui rend ce partenariat aussi solide et aussi fragile à la fois.